Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre traditionnelle conférence de presse où on fait le bilan un peu de la saison. Hein. Alors dans un premier temps, on va vous présenter l'équipe qui s'est étoffée avec deux nouvelles petites recrues. Mais je vais même leur demander qu'elles se présentent elles-mêmes. Hein. C'est aussi bien. Hein. Alors Charlotte. Bonjour à tous, je suis Charlotte Andrieux et donc je viens d'intégrer le CIFOG là, au mois de janvier avec Perrine Attard qui va se présenter juste après. Moi, je vais être chargée des missions RSO, R&D et sanitaire pour la filière. Donc, bonjour à toutes et tous, moi je suis Perrine Attard, donc pareil que Charlotte, je suis arrivée mi-janvier et donc moi je vais m'occuper plus de la partie aval de la filière, donc tout ce qui est sujet de communication, marketing et également sujet export. Enchantée. Merci Charlotte, merci Perrine. Bien sûr, nous avons notre duo de choc, Marie-Pierre et Marie, toujours là pour étoffer l'équipe. Alors, m'accompagne en tant qu'élu Emmanuel Chardin, qui est le président des transformateurs, le président des entreprises de la FIAC. Voilà. Et bien sûr, au niveau des producteurs, nous avons Benjamin Constant, qui est présent, pour nous accompagner et répondre à l'ensemble des questions. Et Adrien, qui est le secrétaire au niveau des transformateurs. Alors, on vous l'avait souvent dit qu'on mettait beaucoup d'espoir sur la vaccination. Eh bien, en fait, c'est concrétisé. 2023, c'est vraiment une année de renaissance charnière, de rebond, où on a pu répondre à la fois à notre clientèle, hein, et avec pu produire, avec très très peu de cas. On va vous le montrer. Je peux dire que nous concernant, nous n'avons pas eu de cas dans notre filière. Hein. C'est quand même une première. Et surtout pour nous, c'est un redémarrage qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité et répondre à l'ensemble de nos clients. Parce qu'à présent, c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés pour satisfaire nos consommateurs et nos clients. Alors, durant toute conférence de presse, on va vous présenter un peu le bilan de l'année à la Foire du commerce, le bilan en termes de vaccination au cycle d'Anson, et ensuite nos projections. Alors, sans plus tarder, je vais passer la main à Marie-Pierre, qui va vous présenter le bilan de la saison. Alors, chers amis, bonjour. Effectivement, c'est avec une joie non dissimulée que nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de consommation, parler de production et parler d'informations que nous préparons au niveau de l'interprofession à l'attention des consommateurs. Tout d'abord, effectivement, l'envie de foie gras qui ne baisse pas avec les années, qui ne cesse d'augmenter et être présente, a été cette année dépendante du retour de l'offre pour lesquels, effectivement, après une année 2022, nous avions été en difficulté à fournir toute la demande. Le retour gagnant du foie gras sur un marché des produits festifs qui était en berne cette année. Vous avez pu certainement en prendre connaissance dans d'autres instances, mais effectivement, notamment les produits festifs, que ce soit foie gras, mais surtout saumon fumé, les huîtres, le champagne, etc., ont enregistré un recul de leurs achats, principalement en raison d'une inflation et un climat anxiogène de ces fêtes de fin d'année. Mais surtout, ce que l'on peut observer, c'est la recrudescence des décisions de dernière minute où aujourd'hui, cette semaine 51 devient une semaine prépondérante pour les achats des produits festifs. Donc, l'ensemble des produits festifs identifiés par Circana nous indique une évolution des ventes d'unités de vente, une baisse de 2,1%, avec un chiffre d'affaires en légère hausse de 2,1%. Dans ce contexte-là, le foie gras progresse davantage que la moyenne des produits festifs en valeur, puisque pour le foie gras mi-cuit, la progression du chiffre d'affaires a été de plus 5,5%, et pour le foie gras en conserve de plus 2,2%. Donc, comme je le disais,
l'observation majeure pour cette fin d'année, c'est une concentration encore plus forte sur la semaine 51, avec cette semaine qui pèse désormais 27,1% des ventes en valeur pour les produits festifs en 2023, et c'est 2,9 points de plus que l'année précédente. Donc on a, par le jeu des promotions de dernière minute, un consommateur qui attend le dernier moment pour acheter ses produits festifs, alors qu'on va le voir tout à l'heure, il y a vraiment une envie qui naît dès le début décembre, dès que nos têtes commencent à parler de Noël, parler de fêtes de fin d'année. Ces achats de dernière minute, ils ont donc pesé pour le foie gras 35,9% des volumes de la saison vendus la semaine de Noël, et ça représente 5,2 points de plus qu'en 2022. Nous sommes dans effectivement une attente des consommateurs qui naît plutôt en magasin, puisque dans l'enquête que nous avons menée ce mois de décembre 2023, une enquête CSA que nous conduisons chaque année, nous avons posé la question auprès des personnes interviewées, et 74% des acheteurs achèteraient leurs produits plus tôt si le produit était en rayon. Donc nos distributeurs, finalement, se privent d'un volant d'affaires en ne mettant en rayon les produits festifs que très très tard, et surtout en concentrant les opérations de mise en avant sur une semaine. Et effectivement, notre demande ici, c'est effectivement que dès lors que l'on voit apparaître les produits de fin d'année, les jouets, etc., que dans nos imaginaires, les fêtes de fin d'année commencent à naître. Et donc, dès début décembre, il faut mettre en avant nos produits, le foie gras, en rayon, et ne pas hésiter à faire quelques opérations à ce moment-là. De la même manière, le marché du foie gras a résisté cette année dans un contexte d'inflation majeure, bien évidemment, vous l'avez suivi. Ici, nous avons l'évolution des ventes tous circuits confondus, c'est-à-dire Circana suit désormais les hypermarchés, les ventes en supermarché, mais aussi les ventes en EDMP, donc les établissements à marque propre comme Lidl, Aldi, etc. Donc ici, nous regardons l'évolution des ventes volume depuis 2019, la saison 2019, qui est en violet, et les ventes en chiffre d'affaires depuis aussi 2019, avec indice 100, cette année 2019, qui est notre dernière année de référence. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'en volume, nous n'avons pas retrouvé, bien sûr, les volumes de 2019. Nous avons une baisse de 10,7% en 2023 par rapport à 2022. Mais en chiffre d'affaires, nous sommes à plus 0,2, quasi une stabilité par rapport à 2023. Et si l'on se compare à 2019, nous sommes à plus 12% en valeur. Donc nous avons un marché qui est quand même relativement stable en valeur, malgré des volumes donc, qui ont été impactés par une pénurie d'offres. Donc effectivement, le petit graphique qui est en dessous vous décompose l'évolution par type de marché, puisque les hypermarchés sont en recul en volume de 3,3%, les supermarchés de 4,3%, les établissements en marque propre donc qui avaient fait un bond extraordinaire l'année précédente de 28,4%, et le e-commerce qui semble tirer son épingle du jeu l'année dernière avec plus 6%, et les magasins de proximité plutôt en recul de 11%. Alors que se passe-t-il sur notre marché du foie gras? Donc le marché du foie gras poursuit sa montée en gamme cet hiver. Regardons au milieu. Donc on a l'évolution en volume sur un an. Je rappelle que nous sommes ici sur le périmètre hypermarché et supermarché. D'accord? Donc l'évolution en volume est de moins 3,6%. Il faudrait que j'ai... Voilà. Hop. Help. Comment on trouve la lumière ici? C'est toujours pareil, je suis désolée, Arnaud.
Voilà, très bien. J'appuie où là? Très bien, merci. Alors, pas du tout. Voilà, je n'y arriverai pas. Donc, il va y avoir 3 graphiques de la même façon. Le marché recule de 92 tonnes en 2023 sur le périmètre hyper-super. D'accord? Soit une baisse de 3,6% en volume, mais une hausse en valeur de 8,2%. Cette baisse en volume s'explique par une hausse des produits premium de foie gras entier de plus 119 tonnes, donc une augmentation du foie gras entier, des achats de foie gras entier de 10,2% en volume et de 18% en valeur. Le foie gras entier représentant donc maintenant 52,7% des achats. La deuxième petite catégorie qui est le foie gras 100% morceaux, qui est surtout une catégorie commercialisée chez les bouchers charcutiers plus que le consommateur final, progresse également. Et donc cette évolution du marché se fait au détriment des ventes de blocs morceaux et de blocs sans morceaux. Donc une montée en gamme du marché avec une évolution au niveau des ventes mi-cuits et conserves. Donc de la même manière, nous avons un recul du marché 92 tonnes, mais qui s'explique par un recul bien moindre du foie gras entier en volume d'une dizaine de tonnes, mais en valeur une progression de 10,6% du foie gras mi-cuit et le recul des ventes conserves. Pourquoi? Parce que le stock dans les entreprises était quasi néant pour les conserves, celles-ci ayant été consommées dans la saison précédente. Donc on a une évolution du marché vers le mi-cuit qui est tout à fait naturelle puisque au fur et à mesure de l'année 2023, nous avons pu reconstituer les fabrications de foie gras mi-cuit. Les foie gras conserves étant épuisés depuis la saison 2022. Donc petit à petit, nous retrouvons et nous revenons au rendez-vous. De la même manière, nous avons une évolution sensible où le consommateur, dans le contexte d'inflation que l'on a connu l'année dernière, s'oriente vers des plus petits conditionnements. Les marques aussi, ayant répondu à ce souhait des consommateurs. Et nous voyons ici une augmentation des petits conditionnements qui sont en violet, donc les 100 à 200 grammes, qui prennent qui représente désormais 30,6% des achats. Et nous avons une évolution des 300 à 400 grammes qui augmente quasiment d'un point au détriment de la baisse des plus de 400 grammes. Donc les très gros conditionnements baissent pour aller vers la catégorie inférieure et les petits conditionnements augmentent. Ce qui est important de comprendre également, c'est que quand on regarde les performances d'une référence en foie gras, que ce soit un foie gras mi-cuit ou un foie gras en conserve, et qu'on compare à une référence d'un produit festif, au global, en moyenne, c'est-à-dire si on prend l'indice 100, qui est la moyenne d'une référence d'un produit festif, un foie gras en conserve représente 44% de plus qu'une référence moyenne de produit festif, c'est le I44, là, 144, et un foie gras mi-cuit est encore plus performant. Une référence d'un foie gras mi-cuit dans un linéaire rapporte 4 fois plus qu'une référence d'un produit festif moyen. C'est extrêmement important à en prendre conscience et que nos distributeurs, effectivement, en prennent conscience pour proposer donc, ce foie gras dans leur linéaire. Donc, le message aux distributeurs, vous avez bien compris, mettre le foie gras en linéaire dès le mois de décembre, et ça sera tout bénéfice pour eux, puisque une référence d'un foie gras mi-cuit, c'est 4 fois la valeur d'un produit festif moyen. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons une enquête qui est menée maintenant depuis plus de 10 ans, à la même époque, pour suivre effectivement l'attente des consommateurs, suivre quelle est la perception de nos produits. C'est extrêmement important de prendre ce pouls pour voir s'il y a des signaux faibles qui s'expriment, etc. Ce que l'on constate, c'est que, écoutez, j'en suis ravie. Les performances sont absolument stables et très favorables pour nos produits.
le foie gras confirme sa place de produit indétrônable pour les fêtes de fin d'année. Nous avons plusieurs points. 92% des Français consomment du foie gras pour les fêtes de fin d'année. C'est 2 points de plus que l'année dernière. Et nous avons vraiment 85% des Français qui considèrent que c'est un moyen de partager. Il y a une notion de partage autour de ce produit, des moments de fête et de plaisir avec les proches, dans un contexte, rappelons-le, qui était morose, pas toujours sympathique. Donc ça contribue à la joie du partage et à la joie des rassemblements familiaux. De la même manière, c'est donc un mets pour lequel on attribue un mets de fête traditionnel pour 94% des personnes interrogées, 92% c'est un produit festif, 91% c'est un produit haut de gamme, 91% un produit de qualité, 91% d'un produit heureux à partager. Et donc c'est le podium, la place numéro 1 pour le podium des produits festifs avec 74% des Français. Bien évidemment, nous en sommes un petit peu fiers et toujours ravis de pouvoir confirmer ces tendances qui se confirment donc tous les ans. De la même manière, c'est un mets pour lequel les consommateurs ont une confiance pour les qualités gustatives, la sécurité sanitaire qu'il représente, la stabilité et pour son mode de production. Et à ce sujet-là, nous avons pu vérifier que la plupart ne connaissent pas comment on produit un foie gras et seulement 11% des personnes interrogées savent que cette phase d'engraissement, qui peut être sujet à discussion dans les tablées familiales, ne représente même pas 10% de la durée de vie de l'animal. En fait, l'engraissement, le cycle de production d'un canard qui va produire un foie gras, un magret, un confit, c'est une période de plus de 90% de son temps, donc à peu près 3 mois et demi d'une période d'élevage avec un accès à un parcours extérieur, et 10% de sa vie où il va être engraissé à raison de 2 repas par jour qui va lui être distribué avec des proportions qui respectent son cycle de digestion pour que l'engraissement se fasse progressivement dans son foie et nous produise ces fameux produits, ces fameux foie gras onctueux, etc. Donc, on considère là que nous avons un besoin de pédagogie à faire auprès de nos concitoyens, notamment des jeunes générations. C'est aussi l'objet d'un programme que nous avons mis en place et que nous avons gagné au niveau de la Commission européenne, qui est un programme de pédagogie auprès des jeunes générations. De la même manière, en restauration, 89% des Français veulent qu'il y ait du foie gras dans les restaurants pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est l'imaginaire de nos concitoyens autour de cette fête-là. 84% peuvent aussi attendre à trouver du foie gras en restaurant pour des moments festifs, la Saint-Valentin, la fête des mères, les fêtes de Pâques qui approchent ce week-end prochain. Et 58% n'hésitent pas à dire qu'ils aiment en trouver toute l'année. Et c'est important. Et nous aimons à dire que, d'après ce qui nous revient aussi de nos enquêtes, c'est que les touristes qui visitent la France, qui vont la visiter avec les JO qui s'annoncent pour cet été, ils aiment voir la Tour Eiffel et déguster du foie gras. Ça, c'est vraiment un gimmick qui revient souvent. Effectivement, on vient en France pour voir cette Tour Eiffel, pour voir le Louvre, pour voir tous les monuments importants de la ville de Paris et goûter la bonne gastronomie française, dont le foie gras. À ce titre-là, nous avons une demande que nous renouvelons régulièrement auprès des pouvoirs publics, qui est la possibilité et même l'obligation d'identifier l'origine du foie gras en restaurant, au même titre que le magret. Vous savez qu'il y a eu un décret ce 4 mars 2024 qui impose l'indication de l'origine sur les viandes, mais ce décret ne s'applique pas au foie gras, le foie gras étant pas considéré comme une viande, mais comme un abat. Donc nous n'arrivons pas à obtenir cette identification, cette obligation de l'origine pour le foie gras, alors que le foie gras, c'est le patrimoine culturel et gastronomique et que ceci est écrit dans le code rural. Donc il faut que l'on puisse arriver à obtenir cette identification. Je pense que la plupart des consommateurs en restaurant français pensent qu'ils consomment du foie gras français, mais ça n'est pas sûr. Ça peut être du foie gras qui vient d'ailleurs. Et ça n'est pas juste pour notre filière.
Cette origine France, nous l'avons identifiée par les logos foie gras de France, mais également il existe les magrets de France, voilà, foie gras de France, magrets de France et confit de France pour nos 3 produits qui sont spécifiques à notre filière et qui en sont notre particularité. Enfin, le foie gras, c'est bien sûr, comme je l'ai dit, le savoir-faire gastronomique à l'étranger qui véhicule et qui participe pour 86% des Français au rayonnement de l'art de vivre, de la culture gastronomique française. Nos grands chefs à l'étranger utilisent très souvent ce produit pour en faire des plats, comme on dit, le plat fétiche de leur carte. Et effectivement, leur signature, le plat signature, voilà, je cherchais le mot. Voilà. Donc effectivement, mais écoutez, nous sommes quand même, il faut le dire, un peu ravis de ces performances, de cet attachement à notre produit qui reste invariablement à des niveaux élevés et malgré les années que nous venons de vivre. Voilà. Ce qui me permet de faire une transition vers Marie, qui est plus spécialisée dans tout le suivi de la production et du suivi sanitaire et qui va vous faire un point sur la vaccination, la mise en place de la vaccination. Bien, bonjour à tous. Alors, je me joins à la joie de Marie-Pierre de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer quelques bonnes nouvelles, vous présenter un petit peu le bilan au mois de mars, enfin 6 mois, quasiment 6 mois de mise en place du plan de vaccination pour la protection de nos animaux. Alors, on part quand même de loin puisque après quelques années de calme, 2018-2019, où à part le Covid, nos élevages ont été à peu près tranquilles sur le plan de l'influenza aviaire. La filière et d'ailleurs toutes les filières avicoles ont connu une épizootie en plusieurs vagues de manière assez ininterrompue finalement entre 2020 et 2023. Les filières avicoles en France, mais en fait ce sont des vagues qui ont touché à peu près tous les pays européens, en tout cas 35 pays européens ont été concernés, mais c'est également un virus qui a touché le continent américain notamment. Et au niveau de la France, il y a eu des conséquences assez dramatiques. On en a bien parlé avant la saison au mois d'octobre. Et c'est quand même un traumatisme au niveau de notre filière en particulier, puisque les principaux, d'ailleurs les 3 gros bassins de production de notre filière ont été concernés. Le Sud-Ouest, les Pays de Loire, puis le Périgord sur l'année 2022. On a eu cette année-là quelque chose d'assez inédit puisque nos élevages de reproducteurs qui fournissent les petits canetons, qui sont essentiellement basés sur le bassin Pays de Loire et Sud-Ouest, ont été fortement touchés et on estime qu'on a eu à peu près 80% de nos reproducteurs qui ont été décimés à cause de ce virus, ce qui fait qu'on a bien, comme l'a dit Marie-Pierre, eu finalement la peur de disparaître complètement de la planète. C'est vrai que c'est un petit peu fort, mais c'est ça, puisque en fin de compte, la génétique, la fourniture de canetons, elle est 100% française pour notre filière. Donc en fait, le bilan, c'est que la filière a été durement touchée, puisque la production de foie gras, finalement, depuis 2015, a été divisée par 2, voilà, entre 2015 et 2022, uniquement à cause de ce virus. Donc, on était très heureux le 2 octobre de pouvoir enfin démarrer un plan de vaccination qui est en fait, qui était un petit peu notre bouée de sauvetage, on va dire l'outil qui nous manquait après tout ce qui a pu être mis en œuvre depuis qu'on connaît l'influenza aviaire en 2016, puisqu'il y a eu énormément de choses de faites dans les élevages, dans les entreprises pour sécuriser sur le plan sanitaire. Mais force est de constater que finalement, ça n'a jamais vraiment totalement suffi face à un virus comme celui-là. Mais ce n'était pas réservé à la France, hein, on l'a vu, c'est quelque chose qui a touché l'ensemble des pays. Et c'est vrai que la vaccination arrive finalement comme l'outil supplémentaire qui va faire que finalement les mesures mises en place vont enfin pouvoir être efficaces, c'est-à-dire les mesures de biosécurité, mais aussi les mesures de gestion quand on a un foyer, qu'on éteint un foyer. C'est cette vaccination qui normalement doit permettre de faire en sorte que ces mesures-là
et toute leur efficacité. Et donc le 2 octobre est à marquer pour notre filière, 2 octobre 2023, avec le top départ de la vaccination en France, à laquelle a participé d'ailleurs notre ministre Marc Fesneau. C'est une première mondiale, puisqu'on est le seul pays au monde à vacciner contre l'influenza aviaire et à maintenir nos exportations. Donc on est clairement observé par le monde entier. Et ce qui fait qu'on peut mettre en place cette vaccination et maintenir nos exportations, c'est le plan de surveillance extrêmement exigeant qui a été mis en place dans nos élevages. Donc les élevages de canards sont visités tous les mois par un vétérinaire avec des prélèvements qui sont réalisés par ce même vétérinaire. Puis il y a une surveillance hebdomadaire aussi avec des prélèvements supplémentaires. Donc c'est un plan de surveillance qui est extrêmement exigeant, mais qui est finalement la garantie pour rassurer le monde entier sur l'innocuité finalement de nos produits par rapport à cette vaccination, puisqu'elle nous permet de ne surtout pas passer à côté d'une éventuelle circulation de virus qui nous échapperait à cause de la vaccination. Et grâce à cette vaccination, on peut quand même souligner que finalement, c'est toutes les espèces avicoles. On ne vaccine que les canards, mais c'est toutes les espèces avicoles qui sont protégées, puisque grâce à ça, on évite la propagation et donc on évite les abattages massifs que l'on a pu connaître dans l'ensemble des espèces. Alors à date, 24 millions de canards ont été vaccinés. Ça concerne les deux filières, canards à foie gras et canards de chair, grâce à une mobilisation vraiment sans faille de tout le monde. Les pouvoirs publics, bien sûr, mais surtout et avant tout les producteurs, les vétérinaires, les équipes de vaccination sur le terrain qui se sont fortement mobilisés. On est aujourd'hui à peu près 40 millions de doses distribuées entre les premières doses, les deuxièmes injections et pour certains un rappel, donc une troisième injection qui a concerné uniquement notre filière puisque c'est des animaux qui sont élevés sur une durée d'élevage plus longue et que l'on a ciblé cette troisième dose sur les zones à très très forte densité. Donc le bilan en 2023, c'est, comme l'a dit Marie-Pierre, une reprise de la production après 3 années de fort recul. Et ça, on le doit aux mesures volontaires de dédensification sur l'année 2023, puisque le temps de mettre en place la vaccination, il n'était pas question de renouveler encore une fois le risque. Donc sur l'hiver 2022-2023, des plans de dédensification ont été mis en place sur le sud-ouest. Sur les Pays de Loire, c'est à la reprise sur l'été, jusqu'à la remise en place jusqu'à la mise en place de la vaccination, les Pays de Loire ont réduit également leur production pour éviter une nouvelle vague sur 2023. Donc, ce qui explique aussi pourquoi l'année 2023 ne repart pas, bien sûr, en flèche, puisqu'il y a eu de la dédensification sur l'année de 2023, en attendant que la vaccination se mette en place au mois d'octobre. Et donc, grâce à ça et grâce à la vaccination qui a permis d'avoir les premiers canards vaccinés pour la saison 2023. Et bien sûr, combiné à une stricte application des mesures de biosécurité, la production de foie gras a repris en 2023 avec plus 21% par rapport à 2022. Autre signal très favorable, c'est très positif, c'est l'abaissement du niveau de risque qui était donc en risque élevé vis-à-vis de l'influenza aviaire jusqu'au 18 mars. Il est passé en niveau de risque modéré et surtout, l'État a validé l'allègement des mesures de mise à l'abri. Et c'est réellement un signal très positif pour notre filière parce que vous le savez, l'élevage en extérieur, c'est vraiment l'ADN de la production de foie gras. Et donc, c'était quand même une mesure qui était très, très attendue. Et on est très heureux que grâce à la vaccination, on ait pu obtenir cet allègement des mesures tôt en saison. Ça n'était pas arrivé, du coup, depuis 2020. Donc, à partir du 18 mars, alors que l'année dernière, l'allègement est intervenu que fin avril. Autre chose positive aussi, le résultat clair de la vaccination. On dénombre à date 10 foyers. Le dernier date du 16 janvier. Donc pas de nouveaux foyers en élevage depuis le 16 janvier. Seulement 10 foyers alors que l'année dernière, à la même époque, on en enregistrait 402. Donc c'est bien le résultat probant de ces 6 premiers mois de vaccination.
c'est vraiment une récompense du travail des pouvoirs publics, des autorités sanitaires, des vétérinaires et de tous les professionnels de la filière. Tout n'est pas encore terminé, on n'est qu'à 6 mois, il faut rester extrêmement prudent et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se réjouit que cette mise à l'abri, cet allègement se fasse dans des conditions maîtrisées avec uniquement sur avis du vétérinaire sanitaire de l'élevage qui va aller vérifier que l'ensemble des mesures de biosécurité sont bien appliquées et surtout qui vérifie le statut de vaccination en s'assurant que les animaux sont bien correctement vaccinés avant d'autoriser la sortie des animaux. On n'est encore au mois de mars, donc on sait par expérience que avec ce risque influenza, il faut toujours rester extrêmement prudent. Et donc, voilà, on se réjouit que cet allègement se fasse dans des conditions maîtrisées, mais on se réjouit vraiment de revoir nos animaux à l'extérieur aussitôt en saison. Alors, sur ces points positifs, bien sûr, il faut rester, réaliste. C'est quand même une vaccination qui coûte pour l'État, mais qui coûte pour la filière également. Hein. Le coût estimé en démarrage était de 100 millions d'euros, dont l'État a validé la prise en charge à 85%, restant 15% pour la filière. Ces 15% de coûts de vaccination, ça reste une charge supplémentaire sur des coûts de production en élevage qui sont historiquement élevés, malgré la baisse du coût de l'aliment depuis quelques mois. Donc il est essentiel, on est en phase d'expérimentation encore, on écrit l'histoire sur cette vaccination contre l'influenza aviaire. On n'a pas encore le bilan sur l'année, on n'est qu'à 6 mois et on n'a pas de bilan chiffré du coup aujourd'hui. Donc clairement, la demande forte de la filière, c'est de pouvoir prolonger l'accompagnement de l'État, au moins sur la 2e année, le temps qu'on puisse avoir suffisamment de recul, c'est absolument essentiel. Il faut quand même signaler que la vaccination, ça évite, en tout cas cette année, ça a évité l'abattage préventif de milliers d'animaux. L'influenza aviaire, il y en a eu dans les autres pays. La France a été épargnée. C'est bien un signal que c'est quelque chose qu'il faut absolument poursuivre. Et si on veut garder la mobilisation collective, il faut vraiment un appui fort de l'État. Ça restera un coût qui est de toute façon considérablement moins élevé que les indemnisations en cas d'épizootie. Et je vais repasser la parole à Madame la directrice. Voilà, pour terminer notre point, donc juste faire un zoom sur nos exportations. Vous avez bien compris, l'inquiétude des filières avicoles avec la mise en place de la vaccination était de perdre des marchés avec des pays qui fermeraient leurs frontières en raison de la vaccination contre l'influenza aviaire. Que s'est-il passé en 2023 ? Malheureusement, notre balance commerciale, qui était notre fierté avec un excédent d'environ 50 millions d'euros depuis plusieurs années, est devenue négative en 2023. Alors vous avez ici un graphique qui nous montre, donc l'histogramme vert, c'est l'excédent commercial qui était de 56 millions en 2015 et qui malheureusement passe en dessous du zéro puisque nous sommes à moins 3,5 millions d'euros de déficit. Ceci s'explique par une augmentation en valeur des importations en raison de l'inflation qui s'est exprimée à ce moment-là, mais les volumes sont restés stables, même sont inférieurs à l'année précédente puisqu'on a importé 7 tonnes de moins que l'année dernière. Les exportations, malgré l'annonce de la vaccination, se sont bien comportées en début d'année et malheureusement au dernier trimestre, il y a eu un frein qui a donc obéré l'augmentation des exportations qui était bien orientée et les exportations malgré tout augmentent de 12% en valeur en 2023. Donc malheureusement, et ça nous chagrine, cette balance commerciale qui devient négative, ça n'était pas arrivé depuis les années 1990. Et notre fierté, c'est effectivement que tous les pays qui sont amoureux de notre foie gras reprennent le chemin de leurs achats, puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 80 pays dans le monde entier qui achètent du foie gras traditionnellement. Vous avez ici représenté l'évolution du Japon, qui est notre premier marché. Et malgré tout, le Japon avait anticipé tous ses achats avant la mise en place de la vaccination et depuis, malheureusement, a fermé ses frontières aux achats de foie gras. Et nous terminons l'année avec une stabilité par rapport à l'année précédente.
Bien évidemment, l'année 2024 va accuser le coup parce que depuis quelques mois, le Royaume-Uni a aussi fermé ses frontières, questionne l'administration sur effectivement la mise en place de la vaccination. Et pour l'instant, les frontières vers le Royaume-Uni sont fermées. Donc aujourd'hui, nous participons aux côtés de l'État pour apporter toute la pédagogie, la transparence qu'il est nécessaire pour rassurer nos clients. Et nous espérons qu'effectivement, cette année 2024 va être le retour de l'acceptabilité de la vaccination, parce que vraiment, la vaccination sera 100% réussie dès lors que nous aurons réouvert tous ces marchés fermés. Alors, du côté de l'interprofession, nous avons donc bien évidemment la joie de reprendre la production. Vous l'avez vu, plus 20% en 2023. La production s'est déroulée normalement cet hiver et ce printemps, tout semble bien se passer dans nos élevages. Donc, nous allons pouvoir répondre à l'attente des consommateurs, que ce soit pour le foie gras, pour le magret, mais également pour le confit. Donc, à ce titre-là, donc au niveau de l'interprofession, nous avons programmé une journée d'information pour les distributeurs du foie gras, que ce soit la grande distribution, le retail, ou que ce soit les restaurants. Le 29 avril prochain se tiendra donc à l'école Ferrandi une journée d'échange avec nos experts, avec nos partenaires qui distribuent nos produits, pour que l'on partage ces informations et que l'on puisse effectivement leur expliquer nos avancées en termes de filière, la proposition des produits qui est de retour auprès de nos entreprises, et ceci se fera dans un moment convivial avec des démonstrations culinaires, bien sûr, puisque nous serons dans un bel endroit qu'est l'école Ferrandi à Paris. Donc, premier point, cette journée dédiée à nos distributeurs du foie gras, distributeurs et restaurateurs. Le deuxième point, nous préparons la 20e édition du challenge des jeunes créateurs culinaires. Donc, c'est effectivement un challenge que nous avons mis en place il y a maintenant 20 ans, qui s'adresse aux apprentis aux élèves cuisiniers de 16 à 24 ans, qui doivent faire preuve de créativité autour d'un thème. Et là, peut-être bien que ça sera fêter vos 20 ans, puisque 20e édition, avec le foie gras et le magret et le confit, si vous le voulez bien. Il y aura également des masterclass organisées dans des écoles de cuisine, où là, nous avons la chance d'avoir des chefs de l'association Orotoc Jeunes qui apprennent aux jeunes à cuisiner. Nous avons pu faire cet exercice, par exemple, avec la présidente d'Orotoc, Virginie Basselot, au lycée hôtelier de Nice l'année dernière, ou bien dans plusieurs écoles. Et c'est toujours très intéressant de voir les jeunes qui apprennent à cuisiner ce foie gras. Il y aura également au mois de décembre la 7e semaine du foie gras, avec des animations sur les cartes des restaurants partout en France, et ceci animé avec un jeu sur Facebook pour justement animer les cartes des restaurants en début de saison festive dès le mois de décembre. Nous aurons quelques partenariats avec deux émissions avec lesquelles nous sommes en lien depuis plusieurs années maintenant. Les petits plats en équilibre de Laurent Mariotte et Top Chef, la brigade cachée sur M6, qui mettront à l'honneur le foie gras et le magret pour cette année. En avant-première, il y aura une campagne, la première campagne télévisée en faveur du magret. Ce fameux magret qui est facile à faire, facile à plaire. Vous l'avez entendu sur les ondes de radio à l'automne dernier. Il viendra pour la première fois sur les écrans de télévision en sponsoring d'une émission que je vous laisserai découvrir tout seul. Mais effectivement, ce produit qui est aujourd'hui maintenant bien présent dans les linéaires, qui est une viande à la fois de l'univers de la volaille, mais également qui est une viande rouge, qui est donc avec les codes des viandes rouges, qui est une viande facile à mettre en œuvre, puisque un magret, c'est une portion pour 2 personnes, c'est facile à cuisiner, on peut simplement griller la peau, comme on le voit sur cette photo.
et le cuisiner très facilement à la poêle. Mais maintenant, avec les beaux jours qui arrivent, rien ne vaut un barbecue ou une plancha. Et j'arrête de vous faire saliver parce que si vous avez vu le menu, il y aura, je vous le recommande d'ailleurs, le magret sur son coffre, c'est-à-dire cuit avec l'os. Voilà, c'est pour vous mettre en appétit. Et je terminerai, donc effectivement, là j'ai dévoilé la diapo d'après, donc à la poêle, à la plancha, au barbecue, au four, comme vous voulez, en carpaccio. Le magret, c'est absolument délicieux. Et pour les fêtes de Pâques où vous allez vous retrouver en famille, je vous propose de le retenir au menu. Et donc, il y aura le dernier point, c'est surtout les journées du patrimoine. Comme je l'ai dit, le foie gras, c'est le patrimoine culturel gastronomique protégé en France. C'est dans le code rural. Nous animerons des portes ouvertes chez nos producteurs parce que pour démystifier ce cycle de production du foie gras, rien ne vaut que d'aller à la rencontre des producteurs, aller vous rendre compte sur place sur comment nos éleveurs élèvent leurs animaux, les engraissent pour le bonheur de tous. Et enfin, mais la prochaine fois, ce sera Perrine qui présentera, c'est le programme européen que nous avons gagné, nous en sommes aussi contents. C'est un programme que nous avons déposé pour 3 ans, qui a pour vocation de faire de la pédagogie auprès des jeunes générations, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il était important de transmettre aux jeunes générations cet amour de la bonne gastronomie, des bons produits. Nous allons nous appuyer pour cela sur le jeune chef Pierre Chaumet, chez qui nous étions l'année dernière, et qui continue le partenariat avec notre filière et qui va donc produire des petites vidéos, le foie gras en Reels, que découvriront donc nos jeunes générations, 18-35 ans, on est jeunes, hein, voilà, il faut être bien sur les réseaux sociaux qui correspondent à cela, avec des petites vidéos qui auront pour vocation d'expliquer notre filière. Il y aura également l'animation du site rencontrefoiegras.fr et nous aurons plein d'autres actions, comme par exemple des actions de pédagogie à destination des étudiants des écoles hôtelières, des écoles de restauration, la création d'un manuel technique de référence justement à destination des jeunes chefs, et nous serons à nouveau au CIRA à Lyon en janvier 2025. Voilà, donc une équipe fortement mobilisée, enrichi de jeunes talents. Perrine présentera plus en détail ce programme, mais Charlotte vous présentera aussi certainement tout le travail que la filière a mis en œuvre pour être prêt au rendez-vous des responsabilités sociétales et environnementales de notre filière. Mais ça sera pour le mois d'octobre. Voilà. Monsieur le Président, je vous laisse conclure. Merci Marie-Pierre, merci Marie. Bon, vous voyez comme notre gros enthousiasme sur notre saison et l'année 2023 avec cette réussite sur la vaccination qui était le levier qui nous permettait de passer le cap et redonner de la visibilité. Néanmoins, aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'origine, on faut savoir ce qu'on mange. Donc, on est fiers de nos produits, on est prêt à le partager. Soyez curieux, le consommateur il doit être curieux, il doit savoir qu'est-ce qu'il mange, l'affichage d'origine. Aujourd'hui, nos magrets, ils vont revenir sur la table. Nos restaurateurs doivent être présents et mettre notre magret en avant. Alors vous voyez, nous, notre dynamique est liée en mettant beaucoup d'opérations pour dynamiser à la fois nos produits et montrer un signe fort que ça y est, nous sommes revenus. Alors, on est modeste, nous sommes prudents, mais quand même, nous sommes confiants. Alors maintenant, vous avez des questions, on est prêt à le partager et à répondre à vos questions et aux interrogations. La première est toujours la plus dure. Bonjour, Marie Cadou pour LSA. J'ai quelques questions de précision concernant l'accompagnement de l'État. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que, les discussions sont avancées? Quand est-ce que vous saurez si l'État vous accompagnera pour la seconde année? Pour les exportations, pareil. Comment vous allez réouvrir le Japon, le Royaume-Uni. Et puis dernière petite question sur les mesures de biosécurité qui ont précédé la mise en place de la vaccination. Est-ce qu'elles vont être allégées ou est-ce qu'elles restent en l'état? D'accord. Alors,
Concernant le financement de la vaccination, il a été présenté comme quoi l'État nous accompagnait à hauteur de 85%, que nous sommes aujourd'hui à date à 6 mois de vaccination. C'est encore trop tôt pour tirer des bilans, on n'a vraiment pas de bilan chiffré. En même temps, il y a un appel d'offres qui a été relancé, où on sait que demain, nous allons avoir 2 vaccins. Tout ce protocole de vaccination avec un deuxième vaccin est à caler. Pour preuve, c'est que cette année, nous avons démarré avec un vaccin et 2 vaccinations en couvoir, en élevage. Il a fallu faire une 3e. Nous sommes vraiment en mode d'apprentissage et de découverte. D'autant plus avec un second vaccin qui nous dit peut-être qu'on pourra faire de la vaccination en couvoir. Toute cette synthèse d'inconnus nous fait dire qu'il faut que l'État nous accompagne encore à l'identique, c'est-à-dire 85% à la part État et 15% à la part filière, pour qu'on puisse avoir un peu plus de sécurisation en termes d'application du vaccin. Voilà. C'est notre demande forte de reconduction à l'identique de l'accompagnement. Oui. Manu ? Oui, on a parlé tout à l'heure du budget de 100 millions d'euros. Il faut bien être clair, c'est le budget pour 64 millions de canards maigres et de canards gras. En fait, vous avez vu dans la page qui a été présentée par Marie Laborde que globalement, aujourd'hui, depuis le début de la vaccination, il y a 24 millions de canards qui ont reçu leur première dose et qui sont rentrés dans le cycle, dont la moitié à peu près de canards bullard. Donc en termes de coûts, l'État, pour l'instant, il a mis pour la filière canard 12 millions fois 1,50 €. Donc on est sur une phase où on a besoin de visibilité au niveau notamment des conserveurs. On a besoin de continuer sur ce trend-là. Et 12 mois de plus au même rythme d'aide de l'État, c'est indispensable pour notre filière. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien quand même qu'il y a une nécessité de pouvoir nous accompagner. Quand on regarde un peu ce qui se passe un peu à l'extérieur, même encore en 2023, il y a beaucoup de pays qui ont été touchés, que ça va permettre à la fois d'asseoir cette décision courageuse et forte qu'a pris la France de vacciner et de montrer qu'en fait quoi, la vaccination, chaque fois, c'est la solution à ce genre de virus. L'exportation, alors l'exportation, ça a été un des gros problèmes. On savait pertinemment que quand on se lançait dans ce débat de vaccination, que derrière, la négociation avec l'international allait être compliquée. En même temps, je vous dis franchement qu'on est quand même assez surpris des avancées des discussions avec certains pays où les portes ne sont pas fermées. Et ce qui permet de sécuriser ce lien permanent, c'est cette surveillance à la fois active et passive, ce qu'a expliqué Marie Laborde tout à l'heure, où on est capable de tracer et de montrer ce qu'on fait, on le démontre et on est capable de tracer en même temps. On espère qu'avec ça, on va permettre de rouvrir les marchés. Voilà. Bien sûr, nous, vous avez vu la balance commerciale à l'exportation qui est malheureusement négative. Pour nous, ce n'est pas un bon signe. On savait que pendant la décision de vaccination, on a été confronté à ce problème-là. C'est le sujet numéro 2 qu'on doit en 2024 avancer. Bonjour, Sophia Boudarbala pour l'AFP. Je continue en fait sur les exportations. Est-ce que vous pouvez nous dire là aujourd'hui vers quel pays on exporte du foie gras de canard vacciné? Est-ce qu'il y a hors UE des pays qui hésitaient et qui ont fait le choix quand même de le faire ou pas? Et quelle est la proportion, c'est-à-dire que représente le Japon en pourcentage sur le chiffre d'affaires export, pour qu'on ait une meilleure idée, quelques données sur. Alors là, on va faire 2 voix avec Emmanuel, Adrien. Alors, en effet, vous avez cité un pays qui est le Japon, qui, Marie-Pierre l'a exprimé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Japon, avant le début des vaccinations, a fait des achats massifs. Et dès que la vaccination a été mise en route, ils ont fermé la frontière. Et on va dire que c'est le pays qui, aujourd'hui, assez fermé sur l'acceptabilité de la vaccination. Les autres pays, tout ce qui est Vietnam, Chine, c'est pas un sujet d'acceptabilité. Ils veulent savoir comment ça se passe
et un peu les conséquences et qu'être capable de tracer. Adrien, est-ce que tu peux préciser en volume, un chiffre ouais. Je n'ai pas d'idée là-dessus, je peux pas vous répondre tout de suite. Mais je peux vous... Vous avez un chiffre oui. de balance commerciale, donc vous avez bien quand même une idée. Oui, je peux revenir vers vous pour vous donner le pourcentage, mais je ne l'ai pas en tête. Là, on n'a pas le détail, on ne va pas payer, on va dire. Mais c'est les grandes lignes. 10%. 10%, d'accord. Après, ce que je pourrais dire, c'est que si on lève un petit peu la tête, on est le seul pays à vacciner et on montre que ça marche bien. On est très regardé par le monde entier, donc vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Pierre et Marie. À un moment ou un autre, la vaccination peut être un atout et pas un frein. Il faut juste laisser du temps au temps et continuer sereinement notre plan d'action qui montre ses preuves aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, seuls les pays vaccinés et qui maîtrisent la vaccination pourront exporter au Japon. On a le droit de travailler là-dessus. Bonjour, Kevin Bertin pour Agrabusiness. Je voulais avoir votre réaction par rapport à l'annonce de Delpera de fermer un site de production en raison de surcapacité industrielle. Fiac, vas-y. Là, je vais prendre la casquette de la FIAC foie gras des conserveurs. Effectivement, toutes ces années de crise qu'on a vécues, de crise aviaire liée à l'influenza, ont été très difficiles pour les entreprises, qui ont été peu aidées globalement, à hauteur de 30% de leur perte d'EBITDA sur les dernières années, très très peu, qui ont subi de plein fouet toute cette crise aussi par l'effet volume que vous avez vu tout à l'heure. Et chaque entreprise met ses plans d'action pour ajuster son niveau industriel, son niveau commercial, son niveau de R&D, son niveau de ses marges, pour arriver à se remettre dans ce cadre de superinflation qu'on a connu en France. Il y a des ajustements et il ne nous appartient pas à nous, interprofession, de donner un avis sur tel ou tel ajustement chez un de nos adhérents. Mais c'est normal qu'il y ait des choses qui bougent à ce niveau-là, quoi. Bonjour, Vincent Guyot de la France Agricole. Pour suivre sur cette question, est-ce que ça veut dire que cette crise, notamment de l'influenza aviaire, a créé des dégâts irréversibles? Et est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres annonces de ce type dans les mois ou les années à venir? Vous savez, on n'est pas dans la secret des dieux des entreprises, mais aujourd'hui, comme dit Emmanuel, aujourd'hui, quand vous voyez les volumes de production que nous avons affichés, alors que nous étions au plus du double, vous pouvez imaginer que ça a des traces au niveau des entreprises et que malgré l'effort et l'accompagnement de l'État, s'il y a le maillon et je suis producteur, le maillon de la production a été bien accompagné, je peux vous dire qu'au niveau des entreprises, c'est pas ça, quoi. En moyenne, c'est 30% de rattrapage de BE. Donc ça laisse des traces. Et d'un autre côté, on est très confiant sur cette sortie de crise. On estime qu'avec les mesures de biosécurité et la vaccination, la crise est derrière nous. Et on voit l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie aussi. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc je crois qu'il faut retenir le positif et en même temps retenir le pragmatisme de chaque entreprise qui s'adapte à sa situation particulière. Je crois même que c'est même considéré comme une chance. Une chance pour les entreprises qui sont encore présentes et l'agilité de se réadapter très vite pour continuer à être présente, quoi. Vous savez, notre filière, c'est une petite filière et oui, un maillon faible peut faire défaut. Mais on voit que tous les maillons ont quand même une certaine agilité pour se réadapter. Rappelez-vous ce qu'a dit Marie tout à l'heure, 2022, le cataclysme côté des reproducteurs, les parentaux, c'est la genèse des petits canotons, ça. Et malgré ça, ça rebondit, on repart. Voilà. C'est une chance de notre filière d'avoir cette capacité de rebond.
Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça a eu sur la partie éleveur? Parce qu'on a un peu parlé des industriels. Est-ce qu'il y a eu des arrêts? Qu'est-ce que ça donne? Non, on a du mal à mesurer ça. Du mal à le mesurer. On peut imaginer, mais ça, c'est que des suppositions. Hein. C'est que les gens qui ont été pris par des crises successives, qui étaient peut-être à la veille d'une retraite, ont arrêté parce que c'est vrai que la filière a fait de gros investissements, autant en production qu'au niveau du transport, qu'au niveau des entreprises. Et bien sûr, vous posez la question de faire des investissements ou pas. C'est difficile de le mesurer. Nous, ce qu'on peut mesurer, c'est la capacité de production qu'on va mesurer au fil du temps. Benjamin, est-ce que tu as... Oui, c'est un débat que l'on a dans la famille des producteurs. Malheureusement, avec les crises qui se sont accumulées chaque année, ce que l'on peut dire, on avait le même nombre de dossiers. C'est un des éléments quand vous avez les mêmes territoires qui sont touchés, quand vous avez le même nombre de dossiers d'accompagnement économique qui arrivent au niveau de l'administration, ça veut bien dire qu'on est à peu près sur la même échelle. Néanmoins, nous sommes dans le cadre de renouvellement de génération. Hein, au niveau national, nous savons pertinemment qu'il y a une tranche d'âge qui va arriver à la retraite. Néanmoins, nous savons aussi qu'il y a eu énormément d'investissements sur toutes ces dernières années vis-à-vis de la biosécurité, ce qui témoigne quand même un dynamisme de notre filière, une projection vers le futur. Néanmoins, dans tous les cas, on s'adapte vis-à-vis de la production. Donc, je crois que l'ensemble des professionnels sont mobilisés. Chaque fois prennent un coup, mettent un genou au sol, mais arrivent à se relever, et c'est ce qui compte. Et c'est ce qui nous faisons dans toutes les réunions, de pouvoir nous projeter. D'autres questions? Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Mais je pense que les propos de... Non, une dernière question. Non, ça marche. Maëva Deston pour Cuisine et Vin de France. J'avais juste une question parce que vous avez parlé des JO, mais est-ce que vous allez faire une campagne auprès des professionnels pour justement qu'ils achètent ce produit? Est-ce qu'il y a de la production à ce moment-là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a la production qu'en fin d'année. Alors voilà. Alors la production, elle est permanente et toute l'année. Après, j'espère quand même que nos partenaires distributeurs vont faire le nécessaire pour mettre en avant nos produits. C'est notre souhait. Marie-Pierre l'a souvent mis en avant en disant qu'un produit comme le foie gras, si on vient voir la Tour Eiffel, souvent on va manger un petit foie gras derrière. Mais aussi, vous savez, il y a un magret, des cœurs, des confits, ça se mange très facilement. Et je pense que c'est l'occasion pour les JO pour fêter des victoires. Hein. C'est l'occasion de déguster un bon magret. Ouais. Par les professionnels. Oui, le foie gras est beaucoup plus mis en avant chaque fois en période de festivité, on va dire. Les JO peut être une solution pour vendre un peu plus de foie gras. Mais c'est une notion de festivité, de rassemblement, de plaisir. Marie-Pierre a évoqué dans 8 jours, il n'y a pas que... C'est aussi des moments de consommation. Voilà. On peut continuer au déjeuner. On est tous répartis sur des tables différentes. Et là, vous pouvez... questions-réponses. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et bon appétit.